Bon les mecs, on va pas traîner. Je suis archi à la bourre. J'ai même pas mangé, j'ai mon pain et mon comté ici. Un délice. Ok, c'est parti. Mesdames et messieurs, bien le bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette dernière vidéo de l'année 2020. OMG. Déjà pour commencer, petit update du décor. J'espère que vous appréciez. Je trouve que l'idée est plutôt cool. J'ai mis toute ma palle ici. Donc en fait, tous les bouquins qu'il y aura derrière moi à chaque vidéo, et ben ce sont les bouquins que j'ai à lire. Il y en a un peu beaucoup. Mais vous inquiétez pas, on va rattraper le retard. Et juste avant qu'on commence, je voulais vous signaler qu'il y a en ce moment un concours sur mon Instagram pour gagner 2 petits comics. Je sais pas où ils sont quelque part. 2 petits comics à gagner. Je vous invite à aller voir mon post Insta pour avoir les modalités. Bon, on commence. Le premier truc avec lequel on va commencer, c'est le Deluxe. Putain, à chaque fois, je n'arrive pas à retenir le nom. Un Deluxe. C'est un Deluxe. Le Deluxe Venom contre Carnage. Alors, quand je dis alors, en général, c'est que c'est un peu mitigé. En soi, c'était une très bonne lecture. J'ai passé un très bon moment. Faut savoir que dedans, en fait, il y a 3 mini-séries et l'axe principal, déjà, c'est le fait qu'il y ait Venom et Carnage, même si là-dessus, on va y revenir. Les promesses sont pas 100% respectées. Mais surtout, ce sont des épisodes qui ont tous été dessinés par Clayton Crane, qui est facilement dans mon top 3 des dessinateurs, je pense. Facilement. Le truc, c'est qu'en fait, il n'y a aucun lien entre les mini-séries. C'est tu lis une histoire, tu finis, t'en commences une autre qui n'a aucun rapport, qui se passe dans des endroits différents, avec des persos différents. Donc déjà, ça te casse un peu l'immersion, tu vois. On va dire que faire un recueil comme ça, je suis un peu moins client dans le sens où j'ai longtemps lutté pour la continuité. On en parlera, je pense, dans une grosse vidéo qui arrivera prochainement. J'ai pas de date encore, mais fatalement, on va devoir en parler. Mais le fait que ce soit plein de morceaux, tu vois, de chapitres de séries qui ont été mis les uns dans les autres en mode, tiens, c'est à peu près la même chose. Bon, quand même. En fait, quand j'ai fini ça, je me suis dit, c'est vraiment destiné à encourager les gens à aller lire du symbiote. Si tu sais pas trop, tu prends ça, tu vas tout de suite savoir si les personnages t'intéressent, si l'univers te tente. Et c'est après avoir fini ça que je me suis dit, il faut absolument que je me plonge dans cet univers de lire Absolute Carnage. Surtout, ça m'a motivé de ouf à lire Agent Venom. Donc un peu de déception parce que je m'attendais à une série Venom Carnage très longue. Le fait est que, alors t'as 3 épisodes du coup, 2 sur 3, il y a que Carnage. Venom, tu le cherches, hein. Tu le vois à la première, mais t'es en mode, bon, globalement, je suis un peu mitigé, quoi. Je suis un petit peu déçu, mais en même temps content parce que le fanservice de Clayton Crane et des symbiotes, il est là. Je pense qu'il faut vraiment prendre ce bouquin pour ce qu'il est, et c'est une invitation, tu vois. Bon, ça fait cher l'invitation, hein. Mais c'est pas une lecture qui est incroyable en soi, mais c'est une lecture qui va te motiver à aller plus loin, je pense. Moi, en tout cas, c'est ce que ça a fait. Ok, prochaine lecture, une très grosse surprise. J'étais vraiment sceptique à l'achat, et j'en suis ressorti, mais tellement content, quoi. Killer Smile. Incroyable. Killer Smile, je l'avais dit dans la vidéo achat, je savais pas pourquoi j'ai acheté ça. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup gueulé sur le Black Label. Je trouvais les séries vraiment surcotées. Et en fait, j'étais aussi dans une phase où j'essayais de me convaincre que la continuité, c'était bien. Et je pense que c'est bien, sauf qu'elle est mal faite actuellement. Et du coup, j'étais dans une période où j'étais frustré, si tu veux. J'avais pas envie de lire du one-shot. Genre, moi, j'ai envie de lire des trucs qui durent, tu vois. Mais en même temps, les trucs qui durent, c'est pas fou. Donc, la première conclusion que j'ai eue et que je vous ai donnée beaucoup de fois, c'est lisez de l'indé. Mais ça, je le fais déjà, donc ça marche pas. La deuxième conclusion, c'était, il faut essayer de trouver des choses qui t'accrochent. Et c'est compliqué. Et Killer Smile, mec, j'entendais tout le monde en dire du bien, mais comme j'entendais tout le monde dire du bien de Batman Damned, de Last Night on Earth, la merde en boîte, au bout d'un moment, c'est bon. En plus, je vais vous donner le pitch, là. Quand je l'ai entendu, je me suis dit, putain, mais sérieux, il réutilise l'idée d'Harley Quinn, machin. Le postulat, c'est que t'as un médecin qui essaye de soigner le Joker. Valeur ajoutée que j'ai pas précisé, donc c'est Jeff Lemire au scénario, et c'est Andrea Sorrentino au dessin. Gitton Falls. Intéressant, n'est-ce pas? Alors déjà, le scénario est ouf, et en plus, les dessins te font plonger, encore une fois, dans la folie du Joker, mais là, vraiment, tu te rends compte comment le mec, comment le Joker arrive à retourner la tête à son psy, et même toi, au final, tu ne sais même plus ce qui est vrai. Je pourrais pas vous motiver plus que ça. C'est à vous de passer le pas et de vous dire, putain, faut que je le lise. Parce que il y a tellement de concepts innovants dedans. Genre, je pense, tous les passages, pour ceux qui l'ont lu, le passage avec Monsieur Sourire, tout ça, c'est... T'es pas habitué à voir ça, je trouve. En tout cas, moi, je suis vraiment pas habitué. Et du coup, quand t'as ce genre d'axe scénaristique pour te raconter l'histoire, mais c'est des axes qui sont indirects, on te fait passer une idée sans avoir de personnages concrets qui discutent ou qui interagissent, et bah c'est brillant. J'ai fini le tome, j'en voulais plus, tu vois. Et ça, c'est bon signe. Donc, si vous me connaissez à force, vous savez que je conseille pas beaucoup de Black Label, d'Odyssey, tout ça. Encore moins de Marvel, parce que les jeux, j'en lis pas. Mais alors ça, c'est 15€, mais c'est 15€ de bonheur. Le format est ultra cool, je vous ai pas montré les dessins, mais Andrea Sorrentino, normalement, ça vous parle. Déjà, pour tous ceux qui aiment le Joker, bah, je pense que vous êtes déjà allés voir. Si vous hésitez encore, c'est validé par moi.
pour ce que ça vaut. Et en tout cas, très très grosse surprise. J'en attendais rien et je suis extrêmement content. Ah, mon poulain, le bon vieux Robert. Vous ai-je déjà parlé de Walking Dead? J'ai mis le 11 là, mais c'est parce qu'en fait, je l'ai repris à la moitié. Parce que j'ai fini il y a quelques temps l'arc avec Negan. Et j'ai commencé l'arc avec les chuchoteurs qui commence à la moitié du 11. Du coup, j'ai repris la deuxième moitié du 11 et j'ai enchaîné sur le 12. Donc on va plus s'attarder sur le tome 12 quand même. Comment vous dire? Je pense que le tome 12 est le tome le plus incroyable que j'ai lu depuis le début. Très franchement. J'ai senti un cap incroyable, pas en termes d'écriture, mais en termes de mise en scène. Et je vais vous parler de ce qui m'a le plus marqué, c'est les switches entre les visions des personnages. Parce que depuis le début de la série, très souvent, tu as plusieurs groupes de survivants. Et ils vivent leur vie différemment, même si à la fin ils finissent par se rencontrer, par être ensemble et tout, parce qu'ils sont potes, juste ils vivent pas au même endroit. Et depuis le début de la série, t'as toujours eu des transitions entre la vision d'un groupe genre Alexandria, qui switch sur la vision, je sais pas, dans le bâtiment des sauveurs, tu vois, des trucs comme ça. Et là ils ont fait quelque chose dans ces numéros-là, un truc qui est brillant en fait, et qu'ils auraient dû faire depuis le début. Les switches se répondent. Mais ils se répondent d'une puissance, mec. Et en termes d'histoire, ça sert une idée profonde et c'est ouf quoi. Je peux pas vous donner d'exemple parce que ça vous spoilerait. Ça t'ajoute un piquant, genre tu tournes la page, t'arrives à force à savoir quand ça va switcher et tu te dis ok là je vais probablement tourner la page, là il va se passer un truc et là tu tournes, t'as la réponse de l'autre partie tu vois et c'est dingue. C'est trop dingue. Au-delà de ça, que dire de plus, les chuchoteurs sont incroyables. On découvre les chuchoteurs dans le tome 11. Mais alors le concept et comment ils vivent et la philosophie qu'ils ont, la philosophie elle est surtout détaillée dans le 12 où t'as la chef des chuchoteurs qui s'appelle Alpha, vous devez connaître si vous avez vu la série. Elle a un très long monologue à un moment où elle explique un peu pourquoi elle vit comme ça et pourquoi eux ils vivent un peu comme, pas des animaux, mais comment ils vivent vraiment très atypiquement, pourquoi ils essayent pas de reconstruire la société. Et ça fait poser des questions un peu. Mais bon, pas autant que ce qui va venir après. En fait, j'ai pas grand chose à dire parce que juste Walking Dead, c'est plus une série qui va faire ses preuves, c'est incroyable. Si vous avez pas encore lu Walking Dead, bah qu'est-ce que vous attendez en fait? Du coup, vous voyez, bon, vous voyez pas les numéros, mais j'ai le numéro 13 et 14. Donc autant vous dire que je vais les saigner. Et puis, on se fera un petit bilan. Alors, je crois qu'il y a le tome 15 qui est sorti il y a pas longtemps. Je sais pas du tout si c'est le dernier. Bon, les mecs, là on s'attaque à un gros morceau. Mais je vais pas dire grand chose sur ce gros morceau en fait parce que. Enfin, vous allez comprendre. Tellement de choses à dire. Alors, le alors est là. Putain, comment je raconte ça? Faut savoir que The New Frontier, on avait beaucoup entendu parler, mais sans jamais le lire, ok? Notamment parce que Darwin Cook, et que le style est vraiment reconnaissable et iconique. Et un jour, je l'avais acheté parce que je l'ai trouvé d'occasion, et j'attendais le bon moment. Mais je savais pas qu'est-ce qui faisait que le bon moment arrivait, tu vois. Donc un soir, je me suis dit, allez, il y a un gros pavé, là, j'ai envie de lire un truc très long, on y va. Et j'ai pu vous le dire plusieurs fois sur Insta, enfin dans mes stories, vous avez dû le voir, j'ai peiné à le lire. J'ai peiné de ouf. Mais en même temps, c'est le dernier album VF que je vous présente là, donc ça veut dire que c'est le meilleur que j'ai lu. Donc je vais vous expliquer, ne hurlez pas tout de suite dans les commentaires, d'accord? On va dire 70% du bouquin, ce qui est relativement beaucoup, hein. Il y a beaucoup de pages. Pendant 70% du bouquin, putain, je me suis fait chier. C'est dans ce genre de truc où je commençais à me dire, mais est-ce que je suis un renégat du comics? Genre je vais renommer ma chaîne le renégat du comics, parce que tout ce que les gens aiment, je n'aime pas. Tu vois, j'étais en mode, mais putain, on se fait chier, pourquoi il est aussi populaire? Le truc qui fait que je me faisais chier, c'est que, alors déjà, c'est très verbeux, alors, ça parle beaucoup. Donc si c'est pas trop votre truc de base, ça peut vous plomber l'expérience. Mais alors surtout, en fait, le truc, c'est qu'il se passe beaucoup de trucs, il y a beaucoup de personnages, et l'histoire des Switch, là, bah c'est un peu ça. En fait, tu suis genre 7-8 personnages, et ils font des trucs différents, et tu sais pas pourquoi tu vois tout ça. Et après, tu comprends qu'à la fin, ça se relie. Mais ça prend beaucoup de temps. Il y a un moment, je crois, j'ai fait une pause de 5 jours, j'arrivais pas à me motiver. Et là, pour moi, c'est un truc qui était vraiment pas bon quand je faisais ça. J'arrivais pas à me dire, putain, j'ai hâte d'y retourner, tu vois. Le truc, il était posé sur ma table, je le voyais tous les jours et je me disais, mais j'ai pas envie. Et je l'ai fini hier soir, d'ailleurs. Je me suis forcé à le finir quand même parce que... Voilà, faut le finir. Je vous l'ai dit en story Insta. Pour moi, le résumé de ce bouquin, c'est une énorme claque dans la gueule. Par contre, le mec qui te la met, il met beaucoup de temps à s'échauffer. Tu finis ça. Et tu comprends tout. Ce genre de truc, j'aime beaucoup. C'est un comic, c'est pas un truc que tu lis pour l'histoire. C'est un truc que tu lis pour la morale. Parce que The New Frontier, c'est une pièce d'histoire, faut savoir. C'est dur d'en parler en essayant de vous transmettre les émotions sans vous spoiler. Il a essayé de retransmettre des idées et une opinion qu'il avait sur l'après-guerre, la période entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre froide, parce que ça se passe dans les années 60. Donc c'est une période de reconstruction économique très importante pour les US, les 7 glorieuses, tout ça. Les cours d'histoire, normalement, ça revient.
Donc c'est une période vraiment, c'est l'âge d'or des États-Unis en fait. Et il y avait beaucoup de questions à l'époque, il y avait beaucoup de débats qui existent encore même aujourd'hui, mais qui se placent à un autre niveau. Je pense pas qu'il y a un jeune de 14 ans pour Noël qui va demander The New Frontier, tu vois. The New Frontier, faut être un peu adulte pour le comprendre. Faut avoir un peu quelques notions géopolitiques, tu vois, et un peu des notions de morale et être prêt à se poser des questions quand tu finis le bouquin. C'est surtout ça. J'adore ce genre de truc. Hein. Quand tu finis le bouquin et que tu te poses et là t'as ton cerveau qui digère un peu tout et tu remets ta vie en question et des opinions que t'as, même des fois des questions que tu t'es même pas posées. Il est transcendant ce bouquin. Il est vraiment transcendant. Ça met beaucoup de temps à se mettre en place, mais waouh, quand il est en place, waouh. Au-delà de ça, qu'est-ce qu'on peut dire? Les concepts qui sont dedans sont vachement cool. En fait, pour servir l'idée générale de la morale, tout ça, on prend tous les super-héros, donc tous ceux qui sont dessus, et on les sort de leur lore de comics. Flash n'est pas à Central City, Green Arrow est pas à Star City, Superman il est pas à Metropolis, ils sont tous dans des vraies villes, alors j'ai oublié la ville, mais ils sont tous dans des vraies villes existantes, et ça sert un contexte géopolitique, en fait. Et déjà, ce concept-là, il est vachement cool, je trouve, de mettre le truc dans la réalité, de te dire comment ça aurait pu se passer des super-héros en vrai à l'époque. Franchement, je pourrais pas tout vous détailler, il y a tellement d'idées que j'ai adoré. Après, quoi d'autre? Darwin Cook, genre le dessin est incroyable. C'est même pas le fait que t'as des belles planches, parce que t'en as, tu vois. Mais moi, ce qui m'a vraiment charmé avec son style, c'est... T'as tellement cette vague rétro des 60s. Ça te rappelle même un peu dans le dessin la série animée Batman. Enfin, le fanservice qui est autour de l'histoire, qui est déjà incroyable, il t'invite à rentrer dedans. Je pense très franchement que si Darwin Cook n'avait pas été au dessin, si ça avait été quelqu'un d'autre, je pense pas... Enfin, j'aurais pas continué. J'aurais arrêté en plein milieu, je pense. Parce que le dessin de Darwin Cook a été vraiment une fin en soi. Je l'ai lu aussi pour ça. Pour pas dire principalement au début. J'ai l'impression d'avoir tellement rien dit en fait. Et si vous avez encore des doutes, je pense que les gens dans les commentaires là vont faire un taf de défense énorme de The New Frontier. Parce que quand j'ai dit que je lisais sur Insta, j'ai reçu plein de messages de gens qui me demandaient où j'en étais, de comment je sentais le truc et tout. Donc les gens sont vachement investis dedans et ils ont raison. C'est très cool. Bon, on passe à la VO, je mange mon pain. Alors, le premier truc dont on va parler, je l'attendais beaucoup et je vais encore inventer un mot. Je suis semi-non déçu, vous allez comprendre. The Dollhouse Family. Faut savoir que c'est un comics donc du Hill House, qui est un label de DC qui publie des comics d'horreur. D'ailleurs, il y en a un premier qui va être publié en France par Urban, dans les Urban Indies. Et ça va être A Basket Full of Heads. Donc je l'ai pas en VO, j'ai hâte qu'il sorte pour lire ça. The Dollhouse Family, je m'étais fait beaucoup d'idées, j'avais une grosse attente dessus, parce que le concept d'une maison de poupée et tout, c'est un thème qui me parle beaucoup dans les films d'horreur, dans les séries d'horreur, tout ça. Et en fait, c'est un peu le même problème que The New Frontier. 80% du truc, putain, je me suis fait chier. C'est lent! Ah mon dieu! C'est exactement pareil que The New Frontier en fait. Il se passe beaucoup de trucs, t'as pas mal de persos. Tu vois beaucoup de choses se passer genre à différentes époques. Tu vois un perso qui a vécu des trucs grandir et tout. Enfin, ça part dans tous les sens et tu te dis mais genre quel rapport, tu vois? Pourquoi tu me racontes ça? On veut juste l'histoire de la maison de poupée, tout ça. Parce que la maison de poupée, elle est pas normale. Et en fait, tu commences l'histoire avec une petite fille qui a cette maison de poupée, tout ça, qui lui a été léguée par ses grands-parents, je crois. Et après, tu vois la maison de poupée qui traverse un peu les âges. Et quand t'arrives à la fin, quand tout fait sens, quand tout se rejoint, tu réalises à quel point l'histoire, elle est construite de manière complexe et que tout est réfléchi, mais... Putain, c'est long, quoi. Donc là-dessus, niveau scénario, j'étais très sceptique. Plusieurs fois, je me suis dit, est-ce que je continue? Je sais pas, j'ai d'autres choses à lire. Et en fait, j'ai bien fait, parce que c'est ouf, la fin. C'est ouf. Par contre, c'est dessiné par, notamment, principalement, je crois, Peter Gross. Peter Gross qui dessine aussi Ice Cream Man. Pourquoi? Dans la vidéo achat, quand je l'avais feuilleté, je me suis dit, putain, c'est un dessin vachement innocent, et potentiellement, quand t'auras des trucs un peu crades, un peu creepy à dessiner, ça va être ouf. Et ben, pas tant que ça. Pour pas dire pas du tout. Les dessins sont pas dingues. Hein. Alors, il y a toujours cette histoire de papier de calque, là, de papier en plastique, je comprends pas. Je vous montre le dessin, du coup, mais le dessin n'a rien d'incroyable, et en fait, il ajoute rien d'horrifique à l'histoire. Et j'étais tellement déçu. Tout ce qui est un peu ensanglanté, un peu crade... Genre là, par exemple. Bon, bah, le dessin est ok. Mais je veux dire, t'aurais mis d'autres dessinateurs à la place, ça aurait été encore mieux, non? Donc je suis semi-non déçu dans le sens où c'est lent, mais l'histoire est vachement bonne. Donc je sais pas si je dois vous le recommander, en fait. J'ai envie de vous dire, si vous aimez les comics d'horreur, moi je suis un énorme fan de comics d'horreur. L'histoire devient vraiment cool à la fin. Mais sinon, ouais, un peu lent. Ensuite, Seven Secrets. Oh la vache. J'espère tellement que ça va être édité en France. En fait, en lisant le 2 et le 3, tu te rends compte que le premier numéro, en fait, c'est un préquel. Il te plante pas l'histoire principale, il te plante l'univers et le passé du perso principal que tu retrouves dans le numéro 2. Donc là, c'est le numéro 2, mais le personnage principal, c'est ce jeune homme. Et en fait, tu vois comment
il est élevé par une espèce de société secrète de conglomérat international mondial qui protège les secrets, comme je vous en avais parlé plein de fois. Le mec est entraîné comme un fou furieux à être un fucking ninja pour être protecteur. Non, pour être. Il est quoi? Il est gardien, je crois. C'est pour être gardien. C'est pour être gardien, parce que t'as le porteur et le gardien. Je crois qu'il est gardien. Et j'ai tellement envie de lire la suite. Déjà parce que le dessin de Daniele Di Niccolo, il est ouf. Genre, c'est vraiment un film d'action. Faut que je vous montre des planches. Je vous montre quelques pages, mais putain, je trouve ça vraiment beau, quoi. Le truc qui est génial avec ça, c'est que Tom Taylor, donc, évidemment, Tom Taylor, il sait te faire rester. Il sait te faire dire, putain, j'ai envie de voir la suite, j'ai envie de voir ce qui va se passer, j'ai envie de savoir qui c'est lui. Et le truc qui est particulièrement fort là-dedans, c'est qu'en fait, t'as un antagoniste qui est construit. J'ai totalement oublié son nom, je suis désolé. T'as un antagoniste qui est construit, et épisode après épisode, on te donne une petite info sur lui, en mode ah, lui avant il était gentil. Enfin, tu sens que le mec a une giga histoire derrière lui, et qu'il s'est passé des choses, mais tu sais pas quoi. Et il est ultra badass en plus de ça. En fait, Tom Taylor, il arrive à t'intéresser, sans que tu t'en rendes compte. Il arrive à t'investir. Et c'est ça qui est fort. C'est ça qui fait une bonne série. C'est que tu veux rester sur la durée. Et ça, c'est important. Donc ouais, je suis totalement amoureux de cette série. J'ai déjà le numéro 4 et 5 sur la route. J'ai très hâte de recevoir ça. C'est juste le coup de marteau ultime dans le clou pour dire que l'indé, c'est incroyable. En parlant de choses incroyables. Mais incroyable, littéralement. En mode, je n'ai pas compris ce que j'ai lu. Ah, waouh. 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 Scumbag par Rick Remender. Comment je vous le pitch? Alors déjà, la cover est extrêmement stylée. Comment je vous le pitch? En fait, on suit un... Alors, je vous avais dit dans la vidéo achat, un biker redneck. C'est plus ou moins ça. En fait, c'est un redneck, white trash, tous les trucs un peu insultants pour un Américain que tu peux dire, tu vois. Le mec est junkie, il est tout le temps défoncé, c'est une raclure, il vole les gens, enfin... Pire mec de l'histoire, tu vois. Et en fait, un jour, par une circonstance qu'il faut que vous découvriez en le lisant, je peux pas vous raconter, parce que c'est juste trop improbable. Un truc fait que le sort du monde va reposer sur ses épaules. Et que en fait, toute la pression du monde est sur lui, et que genre juste sans lui, on est perdu. Sauf qu'en fait, le mec est un déchet humain. Donc tu ne peux pas compter sur lui. Et en vous le racontant, là, je suis en mode, putain, j'ai vraiment envie de lire la suite. Sauf que quand je l'ai lu, j'étais tellement en train de me dire, mais qu'est-ce que je viens de lire? Genre, what the fuck? Mais vraiment, qu'est-ce qui s'est passé? Que je savais pas si j'avais envie de lire la suite. Dans cette issue, le dessin est incroyable. Genre vraiment. Il est vraiment fou, le dessin. Le dessin est vraiment super beau. Par contre, on m'a dit que, apparemment, c'était un dessinateur par issues. Donc je sais pas qui dessine les prochains. Il y a le 2 qui est sorti. Le 3 va arriver bientôt, je crois. Il me semble qu'il y a eu pas mal d'attentes entre le premier et le deuxième. Donc voilà, à voir les dessinateurs qu'il y aura s'il y a un dessinateur par issues. Mais cette série est très perturbante et très intrigante. Et en fait, je pense que je vais continuer. Parce que c'est... Et en fait, en un issue, te mettre dans une confusion pareille, c'est incroyable. Donc ouais, si vous êtes curieux de lire un truc atypique, on va dire ça pour être politiquement correct, Scumbag. Et on arrive sur le main event, messieurs dames, Hellblazer Rise and Fall, premier et deuxième issues. Trop bien, trop bien. Tom Taylor encore une fois. Je pense, est-ce que Tom Taylor c'est le boss en vrai? Genre je pense que c'est le boss. Hein. Le mec il est partout, il fait des séries tout le temps, il est sur plein de projets à la fois et genre Injustice. Enfin, ouais, ouais. Il est très fort, il est très fort. Et j'ai pas envie j'ai pas envie que ça se finisse. C'est vraiment trop bien en fait. En fait, t'as vraiment de tout. T'as tout le côté Constantine en mode le mec essaye de se racheter de ses erreurs du passé. Je vous parlais du pitch juste après. T'as le côté humoristique, t'as le côté magique. Enfin, t'as vraiment le carton plein d'une bonne série Hellblazer. Le pitch de base, c'est qu'en gros, tu retournes un peu dans le passé de Constantine et en fait, tu apprends que quand il était gamin avec deux autres amis. Ils ont fait un rituel, il avait trouvé un bouquin de magie et puis ils se sont dit vas-y viens on essaye un truc qu'il y a dedans, le truc à pas faire. Et pendant qu'ils faisaient ça, il y a un des gamins du groupe, donc un des trois qui s'est noyé et qui est mort. Ensuite il fait sa vie, on retrouve un Constantine adulte qui va aller retrouver la fille qui était la troisième du groupe pour lui dire qu'il se passe des trucs étranges et que ça a à voir avec ce qu'ils ont fait quand ils étaient enfants. Le pitch est vraiment très cool, les dessins, faut que je vous montre. Voilà, les dessins sont Dutch Qualitad. Même si c'est pas Dutch. Constantine est toujours aussi stylé, vous en doutez bien. Le mec, c'est un fucker total de la vie. Et encore une fois, la science du cliffhanger par Tom Taylor. Le mec, à chaque fois que tu tournes la page de fin, bah t'as juste envie de lire la suite. Et tu ne peux pas contrôler. Vraiment. Le format, c'est énorme et ça fait tellement plaisir. On dirait une BD franco-belge. Et le format est vachement agréable parce que enfin tu profites des dessins. T'es pas dans un truc Urban Link là, à avoir une loupe pour regarder ce qui se passe.
c'est ultra agréable, genre vraiment tout va, tout est bon, et c'est une excellente série Hellblazer. Je péponds un peu Tom Taylor, mais juste c'est trop bien. Et bah voilà les mecs, c'est fini. Dernière vidéo de l'année, hein, c'est fou. Je voulais tous vous remercier pour m'avoir rejoint dans cette aventure pendant 2020, ça va faire depuis juillet que je fais ces vidéos un peu pour rigoler. Et au final, vous vous êtes pris au jeu et vous êtes venus là. Donc merci à tous. N'oubliez pas le concours sur Instagram. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes, un bon nouvel an, et puis éclatez-vous le bide. Ciao.